Résumé de Money and the Mechanism of Exchange de W. Stanley Jevons. Introduction. Qui est Stanley Jevons? Pourquoi ce livre est-il encore pertinent? Dans l'histoire de la pensée économique, certains ouvrages se distinguent non seulement par leur profondeur analytique, mais aussi par leur capacité à refondre les paradigmes dominants de leur époque. Parmi ses œuvres phares, Money and the Mechanism of Exchange, publié en 1883 par William Stanley Jevons, occupe une place singulière. Ce livre n'est pas qu'un simple traité sur la monnaie, il est une exploration méticuleuse de ses origines, de ses fonctions et de son rôle essentiel dans l'architecture complexe des sociétés humaines. Pour appréhender pleinement la portée de cet ouvrage, il est impératif de se pencher sur la figure de son auteur et sur le contexte intellectuel dans lequel ses idées ont émergé. William Stanley Jevons, 1835-1882, fut un économiste, logicien et philosophe des sciences britanniques d'une stature intellectuelle colossale, dont la carrière, bien que relativement brève, fut incroyablement prolifique et impactante. Il est universellement reconnu comme l'un des pères fondateurs de la révolution marginaliste en économie, un mouvement intellectuel majeur qui a radicalement transformé la discipline à la fin du XIXe siècle. Avant Jevons, la pensée économique classique, dominée par des figures comme Adam Smith et David Ricardo, mettait l'accent sur la théorie de la valeur travail, arguant que la valeur d'un bien était principalement déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Jevons, aux côtés d'autres pionniers comme Karl Menger en Autriche et Léon Walras en Suisse, a renversé cette perspective en introduisant le concept d'utilité marginale. Selon cette nouvelle approche, la valeur d'un bien n'est pas inhérente à son coût de production, mais découle de la satisfaction ou de l'utilité supplémentaire que sa dernière unité apporte au consommateur. Ce changement de paradigme a déplacé le centre de gravité de l'analyse économique de la production vers la consommation et de l'offre vers la demande, posant les bases de la microéconomie moderne. La formation intellectuelle de Jevons fut éclectique. Il a étudié à l'University College de Londres, où il a excellé en sciences naturelles, en logique et en philosophie. Sa rigueur scientifique et son approche empirique, héritée de son apprentissage des sciences, ont profondément influencé sa méthode économique. Avant de se consacrer pleinement à l'académie, il a passé 5 années en Australie, travaillant comme essayeur à la monnaie de Sydney. Cette expérience pratique avec la monnaie, la frappe et les mécanismes d'échange a sans doute aiguisé son intérêt pour les sujets qu'il allait explorer en profondeur dans Money and the Mechanism of Exchange. C'est cette combinaison unique d'une solide formation théorique, d'une acuité logique et d'une expérience concrète qui confère à ses écrits sur la monnaie une profondeur et une perspicacité rares. Il ne se contentait pas de spéculer, il analysait des systèmes réels avec une précision quasi scientifique. Le contexte de publication de Money and the Mechanism of Exchange en 1883 est essentiel pour comprendre sa signification. Le XIXe siècle fut une période de transformations économiques et financières colossales. L'expansion de l'industrialisation, le développement des marchés financiers internationaux, l'établissement de systèmes bancaires plus sophistiqués et l'élargissement des réseaux commerciaux mondiaux. La monnaie, en tant qu'instrument facilitant ces échanges, devenait de plus en plus complexe et cruciale. Les débats sur le rôle de l'étalon or, la nature des billets de banque, l'impact du crédit et la régulation des systèmes monétaires étaient au cœur des préoccupations des économistes et des décideurs. Dans ce paysage, le livre de Jevons est apparu comme une tentative systématique et exhaustive de décomposer le phénomène monétaire, non pas comme une donnée acquise, mais comme une invention sociale complexe dont la compréhension était indispensable à la gestion économique. Son analyse rigoureuse venait à point nommé pour éclairer ces débats en pleine effervescence. L'objectif principal de Money and the Mechanism of Exchange est de démystifier la monnaie. Jevons s'attaque à la tâche d'expliquer la nature fondamentale de la monnaie, ses diverses fonctions et comment elle facilite l'échange dans une économie complexe. Il part d'une prémisse simple mais puissante. La monnaie n'est pas une richesse en soi, mais un instrument, une technologie sociale conçue pour surmonter les limitations inhérentes au troc direct. Il ne se contente pas de décrire les formes concrètes de monnaie.
Il explore les principes sous-jacents qui rendent certaines marchandises plus aptes que d'autres à remplir les fonctions monétaires. Son ouvrage est une tentative de systématiser la théorie monétaire de son époque, en intégrant des perspectives historiques, logiques et fonctionnelles. Jevons voulait offrir une compréhension claire des forces qui régissent la circulation des richesses et la dynamique économique, en plaçant la monnaie au centre de cette analyse. La thèse centrale de Jevons est que la monnaie est une invention sociale sophistiquée, une réponse ingénieuse aux inefficacités et aux frictions du système de troc. Il démontre que, dans une économie de troc, la double coïncidence des besoins, le fait que chaque partie doit désirer exactement ce que l'autre offre, est un obstacle majeur à l'échange. La monnaie résout ce problème en agissant comme un intermédiaire universellement accepté. Pour Jevons, la monnaie n'est pas simplement une marchandise parmi d'autres. Elle est un instrument doté de propriétés spécifiques, divisibilité, durabilité, portabilité, homogénéité et reconnaissance générale, qui lui permettent de remplir ses fonctions essentielles d'unité de compte, de réserve de valeur et de moyen d'échange. C'est cette compréhension fonctionnelle et évolutive de la monnaie qui fait la force de son argumentation et qui le distingue de nombreux contemporains. Il voit la monnaie comme un moteur indispensable à la complexité économique moderne et au développement des marchés. L'objectif de ce résumé est de rendre les idées de Jevons accessibles à un public contemporain, même aux non-économistes. Nous chercherons à décortiquer les concepts clés qu'il a introduits ou systématisés, à expliquer les fonctions complexes de la monnaie avec clarté, et à montrer comment les mécanismes d'échange qu'il a décrits continuent de fonctionner, bien que sous des formes différentes, dans notre monde actuel. Nous nous efforcerons d'intégrer des exemples modernes et des analogies pour ancrer ces idées du XIXe siècle dans la réalité économique d'aujourd'hui, démontrant que les principes fondamentaux de Jevons sont toujours à l'œuvre. Des monnaies fiduciaires aux crypto-monnaies, des systèmes bancaires traditionnels aux plateformes de paiement numériques. Il ne s'agit pas de simplement paraphraser Jevons, mais de traduire sa perspicacité dans un langage qui résonne avec les défis et les opportunités de notre époque. La pertinence intemporelle du livre de Jevons est incontestable, même plus d'un siècle après sa publication. Dans un monde où les formes de monnaie évoluent à une vitesse fulgurante, des espèces aux cartes de crédit, des paiements mobiles aux monnaies numériques de banque centrale et à l'émergence des crypto-monnaies comme le Bitcoin, une compréhension des fonctions fondamentales de la monnaie est plus cruciale que jamais. Les questions que Jevons a posées restent d'actualité. Qu'est-ce qui confère sa valeur à la monnaie? Comment les systèmes monétaires influencent-ils la stabilité économique? Comment la confiance dans la monnaie est-elle maintenue ou érodée? L'analyse de Jevons fournit un cadre conceptuel robuste pour analyser ces développements modernes. Ces principes sous-jacents aux mécanismes d'échange restent valables, même si les technologies et les instruments ont changé. Les débats actuels sur la nature de l'argent et le rôle des autorités monétaires peuvent encore puiser dans la clarté de sa pensée. De plus, l'ouvrage de Jevons est un rappel que les crises économiques et financières ne sont pas des phénomènes récents. En comprenant les mécanismes fondamentaux de la monnaie et de l'échange, il est possible d'identifier les sources potentielles de déséquilibre et d'erreurs systémiques. Ces réflexions sur la circulation monétaire, le crédit et les paniques bancaires fournissent des perspectives précieuses pour analyser les turbulences économiques contemporaines. Le livre est une leçon d'humilité face à la complexité des systèmes monétaires et un appel à la prudence dans leur gestion. Avant de plonger plus profondément dans les mécanismes fascinants de la monnaie et de l'échange décrit par W. Stanley Jevons, nous tenons à vous inviter à une démarche essentielle pour que ce voyage intellectuel puisse continuer et s'enrichir. Si vous trouvez cette exploration des idées fondamentales de l'économie éclairante et enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement est le moteur qui nous permet de vous accompagner chaque jour dans la découverte de ces œuvres qui façonnent notre compréhension du monde. Rejoignez-nous pour faire voyager avec nous la pensée des grands esprits à travers le temps. En somme, Money and the Mechanism of Exchange n'est pas un texte poussiéreux confiné aux archives universitaires. C'est un ouvrage vivant, un instrument analytique qui permet de décoder les fondements de nos systèmes économiques actuels. En comprenant la vision de W. Stanley Jevons sur la monnaie comme un mécanisme ingénieux et évolutif,
nous nous dotons des outils nécessaires pour mieux comprendre les défis et les innovations du paysage financier contemporain. Ce livre est une invitation à percevoir la monnaie non pas comme une entité abstraite, mais comme un rouage essentiel, le sang qui irrigue le corps de l'économie mondiale. Chapitre 1. Les origines de l'argent, de l'échange direct à la monnaie. Au commencement de toute société, avant même l'aube des civilisations complexes, la nécessité d'échanger des biens et des services se manifestait déjà comme une force motrice fondamentale de l'interaction humaine. Cependant, comme le souligne brillamment Dubay Stanley Jevons dans son ouvrage capital « Money and the Mechanism of Exchange », que l'on pourrait traduire par « l'argent et le mécanisme de l'échange », la forme la plus élémentaire de cet échange, le troc direct, était empreinte d'une inefficacité structurelle qui limitait drastiquement le développement économique et la spécialisation. Comprendre les lacunes inhérentes au troc est la première étape essentielle pour saisir la révolution conceptuelle et pratique que l'invention de la monnaie a représentée pour l'humanité. Le troc direct, ou l'échange de biens contre d'autres biens sans l'intermédiaire d'un médium commun, est le système le plus intuitif. Un agriculteur ayant un surplus de blé peut vouloir l'échanger contre des outils fabriqués par un forgeron ou un pêcheur échanger son poisson contre des pots. En apparence simple, cette méthode est en réalité entravée par une difficulté majeure que Jevons met en lumière avec une clarté remarquable: la double coïncidence des besoins. Ce concept désigne la nécessité absolue pour chaque partie impliquée dans un échange de désirer simultanément ce que l'autre partie possède et de posséder ce que l'autre désire. L'agriculteur ne peut échanger son blé contre des outils que si le forgeron a non seulement des outils à offrir, mais aussi un besoin de blé. Si le forgeron a déjà du blé en abondance, ou s'il préfère de la viande, l'échange est impossible, même si l'agriculteur a un réel besoin d'outils et que le forgeron a un surplus d'outils. Cette exigence de double coïncidence engendre une série de problèmes pratiques qui rendent le troc profondément inefficace. Premièrement, elle génère une perte de temps et d'énergie considérable. Les individus doivent consacrer des efforts significatifs à la recherche d'une contrepartie dont les besoins correspondent exactement aux leurs. Ce temps passé à chasser l'échange est du temps qui ne peut être consacré à la production, à l'innovation ou à la spécialisation. Dans une société où le troc est dominant, chaque producteur doit être à la fois un producteur et un chercheur incessant de partenaires d'échange, ce qui dilue l'efficacité globale du système. Un cordonnier qui fabrique des chaussures doit non seulement exceller dans son art, mais aussi trouver quelqu'un qui veut des chaussures et qui a en même temps un produit que le cordonnier désire, par exemple du pain, du lait, des outils. Ce processus peut être long et frustrant, et bien souvent, aucune transaction n'aboutit. Deuxièmement, le troc souffre d'un manque de divisibilité. De nombreux biens ne peuvent pas être facilement divisés sans perdre leur valeur. Comment échanger une vache contre une paire de chaussures? Le boucher ne peut pas couper une petite partie de la vache sans la tuer, ce qui la rendrait impropre à d'autres échanges ultérieurs de grande valeur. De même, un agriculteur pourrait avoir besoin d'une petite quantité de sel. Mais le producteur de sel ne voudrait pas d'une petite portion de blé. Cette indivisibilité des biens rend l'ajustement des valeurs très difficile et limite les transactions à des quantités entières, souvent importantes, ce qui entrave les échanges de petite envergure. Troisièmement, le troc se heurte à l'absence d'une mesure commune de la valeur. Dans un système de troc, la valeur d'un bien est exprimée en fonction de tous les autres biens. Une pomme peut valoir 2 oranges, ou un tiers de pain, ou 10 clous, etc. Le nombre de ratios d'échanges différents explose avec l'augmentation du nombre de biens dans une économie. Avec seulement 10 biens, il y a 45 ratios d'échanges différents. Avec 100 biens, ce nombre grimpe à 4950. Imaginer une économie moderne avec des millions de biens et de services dans un tel système est une absurdité logistique. Cette absence d'unité de compte universelle rend la comparaison des valeurs, la tarification et la comptabilité quasiment impossible. Il devient ardu de déterminer si un échange est équitable ou de calculer la rentabilité d'une activité. Quatrièmement, le troc ne permet pas une réserve de valeur efficace. De nombreux biens sont périssables, nourriture, poissons, ou difficiles à stocker, gros animaux. L'accumulation de richesses dans un système de troc est donc problématique.
car la valeur stockée risque de se dégrader rapidement. Cela décourage l'épargne et l'investissement à long terme, limitant la capacité d'une société à accumuler du capital et à financer des projets de grande envergure. L'incapacité de reporter la valeur dans le temps entrave le développement économique. Face à ces limitations, les sociétés primitives ont naturellement cherché des solutions. L'évolution de l'échange direct vers l'utilisation d'un médium commun d'échange a été une étape progressive, non le résultat d'une décision consciente ou d'un décret. Elle a émergé organiquement, de manière empirique, à mesure que certaines marchandises se sont imposées d'elles-mêmes comme étant plus échangeables que d'autres. Jevons analyse ce processus d'émergence des premières formes d'argent, souvent appelées monnaie marchandise, commodity money. Historiquement, une multitude de biens ont servi de monnaie marchandise à travers le monde, reflétant la disponibilité des ressources et les spécificités culturelles. Jevons cite une grande variété d'exemples, les coquillages, coris. Utilisés en Afrique, en Asie et dans certaines îles du Pacifique, les coris étaient durables, petits, facilement transportables et assez difficiles à falsifier. Le sel, précieux dans les régions où il était rare, le sel, d'où le mot salaire, était un moyen d'échange courant, notamment en Afrique et dans l'Empire romain. Il était divisible et avait une valeur intrinsèque pour la conservation des aliments. Le bétail, les vaches, les moutons ou les chèvres étaient des formes de richesse et d'échange dans les sociétés agro-pastorales, d'où le terme pecunia en latin, dérivé de pecus pour bétail. Bien qu'indivisible et périssable, il représentait une richesse mobile et un statut social. Les fourrures et peaux. Dans les régions froides, les fourrures étaient des objets de grande valeur, durables et relativement faciles à transporter. Le tabac. Utilisé comme monnaie dans les colonies américaines à certaines périodes, le tabac pouvait être cultivé, mais sa valeur variait en fonction de sa qualité. Le cacao, employé chez les Aztèques et Mayas, les fèves de cacao étaient petites, divisibles, et avaient une valeur intrinsèque alimentaire. Les outils et armes, dans certaines sociétés, les pointes de flèches, les haches ou les lances, bien que moins fluides, pouvaient servir d'instruments d'échange en raison de leur utilité. Cependant, au fil du temps, une catégorie particulière de marchandises a progressivement supplanté toutes les autres pour remplir le rôle de monnaie. Les métaux précieux, notamment l'or et l'argent. Jevons explique que cette prédominance n'est pas le fruit du hasard, mais découle des propriétés intrinsèques qui rendent certains biens plus aptes que d'autres à fonctionner comme monnaie. Ces propriétés sont cruciales et constituent le cœur de la théorie de la monnaie marchandise chez Jevons. Divisibilité, la capacité d'une marchandise à être divisée en petites unités sans perte de valeur et à être réunie si nécessaire. L'or et l'argent peuvent être fondus et refondus, coupés en morceaux, et leurs petites parties conservent leur proportionnalité en valeur. Le bétail, en revanche, perd sa valeur s'il est divisé. Durabilité, la capacité d'une marchandise à ne pas se détériorer avec le temps. Les denrées périssables comme les fruits ou le poisson sont de très mauvaises monnaies. Les métaux, en revanche, ne rouillent pas facilement, pour l'or, ou se dégradent très lentement, ce qui en fait d'excellentes réserves de valeur sur le long terme. Portabilité, la capacité d'une valeur significative à être transportée facilement. L'or et l'argent ont une très haute valeur par unité de poids, ce qui permet de transporter de grandes fortunes dans un petit volume. Un troupeau de vaches, bien que précieux, est difficile à déplacer. Homogénéité ou uniformité. La capacité de toutes les unités d'une marchandise donnée à être identiques en qualité et en valeur. Un gramme d'or est un gramme d'or, quel que soit l'endroit ou le moment de son extraction, à pureté égale. Cela permet une acceptation universelle sans vérification constante de la qualité. Le sel ou les fourrures peuvent varier en qualité. Stabilité de valeur. Bien que Jevons reconnaisse que la valeur de tout bien peut fluctuer, les métaux précieux ont tendance à avoir une stabilité relative due à leur rareté modérée et à leur demande constante, pour l'ornement, l'industrie, etc. Les biens dont la valeur est trop volatile, comme certains produits agricoles sujets aux variations saisonnières, sont de mauvaise monnaie. Reconnaissance générale ou cognoscibilité. La capacité d'être facilement identifiable, vérifiable et accepté par tous.
La brillance de l'or, sa malléabilité, sa densité et sa résistance à la corrosion en font un métal facilement reconnaissable et difficile à falsifier sans équipement sophistiqué. La difficulté de contrefaçon est essentielle pour la confiance dans la monnaie. Ces propriétés ont conféré aux métaux précieux un avantage comparatif décisif sur toutes les autres marchandises pour devenir le médium d'échange universel. Leur rareté relative, leur beauté intrinsèque et leur utilité dans la joaillerie et d'autres applications ont également contribué à leur valeur et à leur acceptation. L'émergence des pièces de monnaie frappées, avec des poids et des puretés garantis par une autorité, royaume, empire, a encore renforcé la confiance et l'efficacité de ces métaux comme monnaie. La frappe a éliminé la nécessité de peser et de tester la pureté à chaque transaction, simplifiant considérablement les échanges. Le passage du troc à la monnaie marchandise, et en particulier aux métaux précieux, a représenté un saut conceptuel majeur pour l'organisation économique. Ce n'était plus simplement un objet physique, mais un symbole, une abstraction qui incarnait la valeur et facilitait les transactions. C'est à partir de là que la monnaie a commencé à remplir ses fonctions essentielles, moyen d'échange. La monnaie sert d'intermédiaire universellement accepté dans les transactions, éliminant la double coïncidence des besoins. Unité de compte. La monnaie fournit une mesure commune de la valeur permettant de comparer les prix de différents biens et services. Réserve de valeur. La monnaie permet de stocker la richesse dans le temps, car elle est durable et sa valeur est relativement stable. Ce chapitre des origines de l'argent chez Jevons nous éclaire sur la nature fondamentale de la monnaie comme solution évolutive à un problème économique primordial. Il nous montre que la monnaie n'est pas une simple curiosité historique ou une convention arbitraire, mais une technologie sociale complexe qui a permis aux sociétés de dépasser les limites du troc et de se spécialiser, conduisant à une productivité accrue et à un niveau de vie plus élevé. La monnaie a libéré le potentiel d'échange et, par extension, le potentiel d'innovation et de croissance économique. Aujourd'hui, alors que nous nous interrogeons sur l'avenir des monnaies numériques, des stablecoins et des crypto-monnaies, les réflexions de Jevons sur les propriétés essentielles d'une bonne monnaie résonnent avec une pertinence étonnante. Les débats sur la durabilité, la divisibilité, la portabilité et la reconnaissance des nouvelles formes de monnaie sont directement liés aux critères qu'il a identifiés il y a plus de 140 ans. La double coïncidence des besoins continue d'être le problème fondamental que toute monnaie, quelle que soit sa forme technologique, doit résoudre. La capacité d'une monnaie à être un moyen d'échange efficace, une unité de compte fiable et une réserve de valeur stable reste le test ultime de sa viabilité et de son utilité. En conclusion de ce premier chapitre sur les origines de l'argent dans L'argent et le mécanisme de l'échange, W. Stanley Jevons nous offre une perspective historique et analytique cruciale. Il nous aide à comprendre que la monnaie n'est pas tombée du ciel, ni n'est le simple produit d'un décret gouvernemental. Elle est le résultat d'une longue évolution, d'une quête incessante de l'efficacité par l'humanité pour surmonter les frictions du troc. Ce voyage des coquillages aux métaux précieux puis au système monétaire plus abstrait n'est que la préface à la compréhension des fonctions plus complexes que l'argent remplit dans les économies modernes, des fonctions que nous allons explorer dans les chapitres suivants. La monnaie est une preuve de l'ingéniosité humaine face aux défis de l'organisation économique, et sa genèse est un témoignage fascinant de l'adaptation et de l'innovation sociale. Chapitre 2. Les fonctions de la monnaie, unité de compte, réserve de valeur, moyen d'échange, les piliers d'une économie complexe. Après avoir exploré les origines primitives de l'argent et les inefficacités inhérentes au troc direct, W. Stanley Jevons se tourne dans son œuvre fondamentale Money and the Mechanism of Exchange, ou L'argent et le mécanisme de l'échange, vers l'analyse des fonctions essentielles que la monnaie est venue remplir pour résoudre les problèmes économiques fondamentaux. Pour Jevons, la monnaie n'est pas simplement un objet ou une marchandise. Elle est une institution sociale qui, par ses fonctions multiples et interdépendantes, rend possible la complexité et l'efficacité des économies modernes. Ces trois fonctions cardinales, le moyen d'échange, l'unité de compte et la réserve de valeur, sont les piliers sur lesquels repose tout système économique avancé, permettant la spécialisation, l'accumulation de capital et la croissance.
La fonction la plus immédiate et la plus intuitive de la monnaie est d'agir comme moyen d'échange ou médium d'échange. C'est la raison d'être première de son invention, telle que l'a démontré Jevons en mettant en lumière le problème de la double coïncidence des besoins dans un système de troc. Dans le troc, pour qu'une transaction ait lieu, un individu A possédant un bien X doit trouver un individu B possédant un bien Y, et A doit désirer I tandis que B doit désirer X. Cette rareté de la coïncidence parfaite est un obstacle majeur à la fluidité des échanges. La monnaie résout ce problème en s'interposant. Au lieu de chercher quelqu'un qui veut directement mon bien et qui a le bien que je désire, je vends mon bien contre de la monnaie, puis j'utilise cette monnaie pour acheter le bien que je désire auprès de n'importe qui l'offre. La monnaie, en tant que moyen d'échange, agit comme un intermédiaire universellement accepté. Elle brise le lien direct entre l'offre et la demande de biens spécifiques, rendant les transactions plus simples et plus rapides. Un boulanger vend son pain contre de la monnaie, puis utilise cette monnaie pour acheter de la farine, du bois de chauffage ou des vêtements. Il n'a pas besoin de trouver un meunier qui désire du pain, ni un bûcheron qui souhaite des miches. Cette fluidité des échanges est la clé de la spécialisation économique. Sans un moyen d'échange efficace, les individus seraient contraints à une autosuffisance quasi totale, car la recherche de partenaires de troc deviendrait trop coûteuse en temps et en énergie. L'existence de la monnaie permet aux individus de se concentrer sur la production de ce qu'ils font de mieux, sachant qu'ils pourront facilement échanger leur surplus contre d'autres biens et services. Le forgeron fabrique des outils, le tisserand des étoffes, le médecin fournit des soins, sans se soucier de savoir si ses clients ont ce qu'ils désirent en retour. Ils reçoivent de la monnaie, qui leur permet ensuite d'acquérir tout ce dont ils ont besoin sur le marché. Jevons insiste sur le fait que l'efficacité de la monnaie comme moyen d'échange dépend de sa facilité d'acceptation. Pour qu'une monnaie fonctionne, elle doit être universellement reconnue et acceptée par tous les participants à l'économie. Cette acceptation repose sur la confiance. La confiance que la monnaie conservera sa valeur, et la confiance que d'autres l'accepteront à leur tour. Cette confiance peut être intrinsèque, si la monnaie est une marchandise précieuse comme l'or, ou extrinsèque, si elle est garantie par une autorité étatique ou une institution financière. Le fait qu'une marchandise soit utilisée et acceptée par la majorité la rend encore plus désirable comme moyen d'échange, créant un effet de réseau positif. Plus elle est utilisée, plus elle est utile. La deuxième fonction majeure de la monnaie est d'être une unité de compte ou unité de mesure de la valeur. Dans un système de troc, comme nous l'avons vu précédemment, la valeur d'un bien est exprimée en termes de tous les autres biens. C'est un système de valeur relative où le prix d'un cheval peut être de 10 moutons, ou de 5 sacs de blé, ou de 2 outils, et ainsi de suite. Jevons montre que l'introduction de la monnaie simplifie radicalement ce problème en fournissant un étalon commun pour mesurer la valeur. Tous les biens et services sont évalués et exprimés dans une seule unité monétaire. Un cheval vaut 100 unités monétaires, un mouton 10 unités, un sac de blé 5 unités et un outil 50 unités. Cette fonction d'unité de compte rend la comparaison des valeurs simple et instantanée. Il devient facile de savoir que 10 moutons, 100 unités, valent un cheval, 100 d'unités, ou que 2 outils, 100 d'unités, valent également un cheval. Elle permet de calculer le prix d'un panier de biens, de déterminer la rentabilité d'une entreprise, de tenir une comptabilité et de calculer les profits et pertes. Sans une unité de compte universelle, la gestion d'une entreprise, la planification économique ou même la simple décision d'achat seraient des exercices d'une complexité insurmontable. Jevons, dans L'argent et le mécanisme de l'échange, insiste sur le fait que cette fonction est essentielle à l'organisation rationnelle de l'activité économique. Elle permet aux agents économiques de prendre des décisions éclairées, de comprendre la valeur relative des biens et services et de planifier leurs transactions. L'unité de compte est le langage de l'économie. Elle permet à tous les acteurs d'une économie de parler le même langage de valeur, facilitant la communication et la compréhension mutuelle des transactions. Même lorsque la monnaie est instable, en cas d'hyperinflation par exemple, les gens continuent de l'utiliser comme unité de compte pour exprimer les prix, bien qu'ils puissent chercher d'autres moyens d'échange ou réserves de valeur.
La persistance de cette fonction, même dans des conditions difficiles, démontre son caractère fondamental pour le fonctionnement des marchés. La troisième fonction cruciale de la monnaie est d'être une réserve de valeur, ou magasin de valeur. Cette fonction permet aux individus de reporter leur pouvoir d'achat dans le temps. Dans un système de troc, la plupart des biens sont périssables ou difficiles à stocker sur le long terme. Accumuler de la richesse en blé, en poisson ou en bétail est risqué et coûteux. La monnaie, en particulier sous sa forme métallique, comme l'or et l'argent que Jevons privilégiait, offre une solution idéale à ce problème. Pour qu'une monnaie serve de bonne réserve de valeur, elle doit posséder certaines propriétés que Jevons a mises en évidence dans son analyse des monnaies marchandises. Elle doit être durable, c'est-à-dire ne pas se détériorer rapidement avec le temps. Les métaux précieux sont exceptionnellement durables. Elle doit également être portable, permettant de transporter et de stocker une grande valeur dans un petit volume. L'or et l'argent excellent dans ce domaine, contrairement aux vaches ou aux sacs de céréales. Enfin, sa valeur doit être relativement stable sur le long terme. Bien que Jevons sache que la valeur de la monnaie peut fluctuer, il est essentiel qu'elle ne perde pas sa valeur de manière imprévisible ou drastique, car cela éroderait la confiance en sa capacité à préserver le pouvoir d'achat. La fonction de réserve de valeur est vitale pour l'épargne et l'investissement. Les individus peuvent économiser une partie de leurs revenus en monnaie, sachant que cette monnaie conservera son pouvoir d'achat pour un usage futur, pour acheter une maison, financer des études, prendre sa retraite ou faire face à des imprévus. Cela encourage l'accumulation de capital, qui est un moteur essentiel de la croissance économique. Sans une réserve de valeur fiable, l'épargne serait découragée, car la richesse accumulée risquerait de se déprécier rapidement. Les entreprises peuvent également accumuler des réserves monétaires pour financer de futurs projets d'expansion, de recherche et développement, ou pour faire face à des périodes difficiles. Cette fonction est le socle de la planification financière et de la stabilité économique à long terme. Il est important de noter que ces trois fonctions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Une monnaie qui est un bon moyen d'échange est généralement aussi une bonne unité de compte et, dans une certaine mesure, une réserve de valeur. De même, une monnaie qui est une excellente réserve de valeur inspirera confiance et sera plus facilement acceptée comme moyen d'échange. La force d'une monnaie réside dans sa capacité à remplir ces trois rôles simultanément et efficacement. Jevons, dans L'argent et le mécanisme de l'échange, explore comment ces fonctions se sont développées historiquement, avec la prédominance des métaux précieux étant le résultat de leur supériorité dans l'accomplissement de ces trois rôles. L'impact de ces fonctions sur le développement économique et la civilisation est colossal. La monnaie, en éliminant les frictions du troc, a permis une spécialisation du travail sans précédent. Les individus n'ont plus eu besoin de produire tout ce qu'ils consommaient, ils pouvaient se concentrer sur une seule tâche et échanger leur surplus. Cette spécialisation a conduit à une augmentation spectaculaire de la productivité et à l'émergence d'industries complexes. Les sociétés ont pu accumuler de la richesse, financer des infrastructures, soutenir la recherche et l'innovation et développer des marchés à grande échelle, des marchés locaux aux réseaux commerciaux internationaux. La monnaie est devenue l'huile qui lubrifie les rouages de l'économie, permettant une complexité et une efficacité impossibles auparavant. Aujourd'hui, l'analyse de Jevons sur les fonctions de la monnaie conserve toute sa pertinence, même face à l'émergence de nouvelles formes monétaires. Les monnaies fiduciaires, billets de banque et pièces émises par les gouvernements sans valeur intrinsèque, qui sont la norme dans la plupart des économies, remplissent ces trois fonctions grâce à la confiance qu'elles inspirent et à leur statut de cours légal. Leur efficacité dépend de la stabilité économique et de la crédibilité de la banque centrale. Les monnaies numériques et les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, sont constamment évaluées à l'aune de ces fonctions. Le Bitcoin, par exemple, a émergé comme une réserve de valeur alternative, hors numérique, pour certains, mais son statut d'unité de compte est encore limité par sa volatilité, et son adoption comme moyen d'échange universel est encore en devenir. Les débats autour de la conception des stablecoins visent précisément à les rendre plus efficaces dans ces trois fonctions, notamment en liant leur valeur à des monnaies fiduciaires stables. Même les systèmes de paiement modernes, cartes de crédit, virements bancaires, paiements mobiles, ne sont que des extensions technologiques des fonctions traditionnelles de la monnaie,
rendant les transferts de valeur plus rapides et plus pratiques. En conclusion de ce chapitre sur les fonctions essentielles de l'argent dans L'argent et le mécanisme de l'échange, W. Stanley Jevons nous offre une grille d'analyse intemporelle pour comprendre la nature profonde de la monnaie. Plus qu'un simple instrument, la monnaie est une institution sociale qui a permis à l'humanité de transcender les limites primitives du troc et de bâtir des économies d'une complexité et d'une richesse inimaginables. Ces fonctions de moyen d'échange, d'unité de compte et de réserve de valeur ne sont pas des concepts académiques abstraits, mais les fondations pragmatiques sur lesquelles repose notre capacité collective à produire, échanger et accumuler de la richesse. Comprendre ces fonctions est essentiel pour saisir la dynamique des systèmes monétaires actuels et anticiper les défis et opportunités des innovations financières futures. Jevons nous invite à voir la monnaie comme le sang du corps économique, dont la circulation fluide et efficace est vitale pour la santé et la croissance de la civilisation. Chapitre 3. L'évolution des systèmes monétaires, métaux, billets, banques, crédits, de la matière à la confiance abstraite. Ayant établi les fonctions fondamentales de la monnaie, moyen d'échange, unité de compte et réserve de valeur, W. Stanley Jevons, dans Money and the Mechanism of Exchange, L'argent et le mécanisme de l'échange, se penche ensuite sur la progression historique et conceptuelle des systèmes monétaires. Il décrit comment les sociétés sont passées des simples monnaies marchandises, dominées par les métaux précieux, à des formes de monnaie de plus en plus abstraites et sophistiquées, comme les billets de banque et le crédit, qui reposent fondamentalement sur la confiance. Cette évolution marque un mouvement graduel de la valeur intrinsèque, liée à la matière, vers la valeur extrinsèque, liée à la convention et à la confiance, introduisant à la fois une efficacité accrue et de nouvelles vulnérabilités. La première étape significative de cette évolution est la transition de la monnaie marchandise brute, représentée par des lingots ou des pépites de métaux précieux non standardisés, vers les pièces de monnaie frappées. Comme Jevons l'a déjà effleuré, les métaux précieux comme l'or et l'argent possédaient des propriétés idéales pour la monnaie: divisibilité, durabilité, portabilité, homogénéité et reconnaissance. Cependant, l'utilisation de lingots nécessitait de les peser et d'en vérifier la pureté à chaque transaction, un processus fastidieux et potentiellement risqué. L'invention de la frappe des pièces par une autorité souveraine, roi, État, temple, fut une innovation révolutionnaire. En apposant un sceau garantissant le poids et la pureté d'une pièce, cette autorité éliminait le besoin de vérification constante, augmentant considérablement la rapidité et la sécurité des échanges. La valeur de la pièce devenait ainsi plus facilement reconnaissable et acceptée par tous, renforçant la confiance dans le médium d'échange. Les pièces sont devenues la forme dominante de monnaie pendant des siècles, facilitant le commerce local et international. Cependant, même les pièces métalliques avaient leurs limites. Leur transport, surtout en grande quantité, était lourd et dangereux. Le risque de vol était élevé et la thésaurisation de grandes sommes devenait peu pratique. C'est dans ce contexte qu'émerge la deuxième étape majeure, le développement de la monnaie représentative, principalement sous la forme de billets de banque. Jevons explique que l'origine des billets de banque se trouve souvent chez les orfèvres et les marchands banquiers. Les orfèvres, gardiens des métaux précieux, offraient un service de dépôt sécurisé. Les commerçants ou les particuliers déposaient leur or et leur argent chez eux pour éviter le vol ou la perte. En échange, l'orfèvre leur remettait un reçu ou un certificat de dépôt attestant du dépôt et de la quantité de métal. Initialement, ces reçus étaient nominatifs et devaient être échangés contre l'or déposé. Cependant, avec le temps et l'accroissement de la confiance dans l'orfèvre, ces reçus ont commencé à être acceptés comme moyen de paiement par des tiers, sans même que l'or ne change de main physiquement. Pourquoi? Parce que le récepteur du reçu savait qu'il pouvait à tout moment aller chez l'orfèvre et échanger ce papier contre l'or qu'il représentait. Ce reçu est devenu le précurseur du billet de banque. Ce fut une évolution d'une importance capitale. Le billet de banque était intrinsèquement plus portable et plus sûr que l'or qu'il représentait. Pour une transaction importante, il était infiniment plus pratique de transférer un bout de papier que de peser des sacs de pièces. La valeur du billet n'était pas dans le papier lui-même, mais dans la promesse qu'il contenait. La promesse
d'être convertible en une quantité spécifique de métal précieux sur demande. C'est la naissance de la monnaie représentative, une monnaie dont la valeur provient du fait qu'elle représente une quantité équivalente d'une marchandise sous-jacente, généralement de l'or ou de l'argent, détenue en réserve. Cette transition vers le papier a jeté les bases de l'émergence du système bancaire moderne. Jevons analyse comment les orfèvres, en tant que dépositaires, ont rapidement compris un phénomène crucial. La plupart des déposants ne venaient jamais retirer tout leur or en même temps. Ils laissaient une partie significative de leur dépôt en permanence chez l'orfèvre. Cette observation a conduit à l'innovation fondamentale de la réserve fractionnaire. L'orfèvre, réalisant qu'il détenait toujours une quantité d'or excédentaire par rapport au retrait quotidien, a commencé à prêter une partie de cet or ou à émettre des reçus supplémentaires non entièrement couverts par des dépôts réels contre intérêt. C'est l'acte de création monétaire par le crédit. Ce processus a transformé les simples dépositaires en véritables banques. Les banques ont commencé à émettre leurs propres billets, promettant de les convertir en métal. La confiance du public dans la capacité de la banque à honorer ses promesses était primordiale. Si trop de porteurs de billets perdaient confiance et se présentaient en même temps pour convertir leurs billets en or, une panique bancaire ou bank run pouvait survenir, entraînant la faillite de la banque, si ses réserves n'étaient pas suffisantes pour faire face à toutes les demandes. Jevons, dans son analyse, est très conscient de cette vulnérabilité inhérente au système de réserve fractionnaire, soulignant la fragilité potentielle de la confiance. Le développement des banques et l'émission de billets ont mené à l'expansion du crédit. Le crédit est fondamentalement la confiance qu'une partie accorde à une autre pour rembourser une dette future. Dans un sens plus large, c'est la capacité de reporter un paiement. Jevons montre que le crédit, sous diverses formes, prêt bancaire, reconnaissance de dette, lettres de change, est devenu un mécanisme essentiel pour faciliter les transactions économiques qui dépassent les capacités de la monnaie physique. Un commerçant peut acheter des marchandises à crédit, les vendre puis utiliser les recettes pour rembourser sa dette. Cela permet aux entreprises de financer leur croissance et d'effectuer des transactions importantes sans avoir à manipuler d'énormes quantités d'espèces. Le crédit est un instrument d'accélération de l'économie. Il permet l'investissement et la consommation avant même que la richesse ne soit entièrement produite ou encaissée. Cependant, le crédit, s'il est mal géré, est également une source de risque. Un excès de crédit peut mener à des bulles spéculatives, et un manque de confiance peut provoquer une contraction brutale des prêts, asphyxiant l'économie. Jevons, bien que favorable aux avantages du crédit, mettait en garde contre ces dangers inhérents et l'importance de la prudence et de la solvabilité. Une étape ultérieure dans l'évolution, que Jevons a pu entrevoir ou que les développements ultérieurs ont confirmé, est la transition progressive des systèmes monétaires fondés sur les métaux précieux vers les monnaies fiduciaires, fiat money. Une monnaie fiduciaire est une monnaie qui n'est pas adossée à une marchandise physique comme l'or ou l'argent. Sa valeur découle de la confiance dans l'autorité qui l'émet, généralement un gouvernement ou une banque centrale, et de son statut de cours légal. Elle doit être acceptée pour le paiement des dettes publiques et privées. Historiquement, cette transition s'est souvent produite en période de crise, guerre, besoin de financer des dépenses importantes, où les gouvernements ont suspendu la convertibilité des billets en or, transformant la monnaie représentative en monnaie fiduciaire. Au XXe siècle, la plupart des pays ont abandonné les talons or et d'autres systèmes basés sur les métaux, optant pour des monnaies purement fiduciaires. La valeur de ces monnaies n'est plus garantie par une réserve physique mais par la confiance du public, la politique monétaire de la Banque centrale et la puissance économique de l'État émetteur. Cela a donné aux banques centrales une plus grande flexibilité pour gérer la masse monétaire et influencer l'économie, mais a également introduit le risque d'inflation si la création monétaire n'est pas gérée avec prudence. Bien que Jevons ait écrit avant l'abandon généralisé de l'étalon or, son analyse des mécanismes de confiance derrière la monnaie représentative préfigurait déjà la précarité de toute monnaie qui n'est pas intrinsèquement précieuse. Ces évolutions, du troc aux métaux, des métaux aux billets, et des billets au système de crédit et de monnaie fiduciaire, ont invariablement augmenté l'efficacité et la fluidité des échanges, tout en introduisant de nouvelles complexités et des risques accrus. L'efficacité provient de la réduction des coûts de transaction, de la plus grande portabilité de la monnaie,
de sa divisibilité sans perte de valeur et de la capacité du crédit à étendre les possibilités d'investissement et de consommation. La complexité découle de la nature abstraite de la monnaie. Elle est de moins en moins une marchandise tangible, de la nécessité de réguler les banques et la masse monétaire, et de la dépendance croissante à la confiance. Les risques incluent l'inflation, si la monnaie est créée en excès, les paniques bancaires, si la confiance est ébranlée, et les crises de crédit, si les emprunteurs ne peuvent pas rembourser. La pertinence des analyses de Jevons pour comprendre les systèmes monétaires contemporains est frappante. Les systèmes bancaires modernes fonctionnent toujours sur le principe de la réserve fractionnaire et de la création monétaire par le crédit. Les banques commerciales créent de la monnaie chaque fois qu'elles accordent un prêt, et cette capacité est au cœur de la politique monétaire des banques centrales. Les paiements numériques, cartes de débit puis crédit, applications mobiles, virements instantanés, sont des extensions de la monnaie abstraite et du crédit. Ils permettent des transactions quasi instantanées, sans manipulation d'espèces physiques, poussant encore plus loin l'efficacité et la dématérialisation. L'émergence des crypto-monnaies comme Bitcoin peut être vue, à certains égards, comme un retour au principe de la monnaie marchandise, avec une offre limitée et un coût de production, le minage, ou comme une nouvelle forme de monnaie fiduciaire décentralisée. Les débats sur leur acceptation, leur stabilité, leur capacité à être une unité de compte ou une réserve de valeur, sont directement liés aux critères que Jevons a définis. Les défis de régulation des crypto-monnaies rappellent les problèmes de confiance et de contrôle qui ont jalonné l'évolution des billets de banque. En conclusion de ce chapitre sur l'argent et le mécanisme de l'échange, W. Stanley Jevons nous offre une perspective historique riche sur la manière dont la monnaie a évolué, passant de simples biens physiques à des abstractions complexes. Cette évolution n'est pas une série d'accidents, mais une réponse logique et progressive aux besoins croissants d'efficacité et de flexibilité des systèmes d'échange. Du poids mesuré des pièces d'or à la promesse abstraite d'un billet de banque, puis à la fluidité invisible du crédit numérique, le fil conducteur reste la quête de la confiance. Jevons nous enseigne que chaque étape de cette évolution a apporté des avantages considérables en termes de facilitation des échanges et de stimulation économique, mais a aussi introduit de nouvelles formes de vulnérabilité, rendant la compréhension de ces mécanismes d'autant plus cruciale pour la stabilité et la prospérité des sociétés. C'est une histoire de l'ingéniosité humaine face aux défis de l'organisation économique, où la confiance se substitue progressivement à la matière comme fondement ultime de la valeur monétaire. Chapitre 4. Les institutions et la circulation. Banque, régulation, flux monétaire. L'orchestration complexe du système économique. Après avoir exploré la nature et les fonctions fondamentales de la monnaie, ainsi que son évolution des métaux aux billets et au crédit, W. Stanley Jevons se penche dans son œuvre magistrale Money and the Mechanism of Exchange, ou L'argent et le mécanisme de l'échange, sur les structures institutionnelles qui sous-tendent et régulent la vie monétaire d'une nation. Ce chapitre examine le rôle central des banques, la dynamique complexe de la circulation monétaire, les prémices de la régulation et les flux de l'argent qui animent l'ensemble du système économique. Pour Jevons, la monnaie n'est pas un phénomène statique, mais un élément dynamique dont la bonne gestion est vitale pour la stabilité et la prospérité d'une société. Le rôle des banques est au cœur de l'analyse de Jevons concernant le mécanisme de l'échange. Ayant déjà abordé leurs origines chez les orfèvres, il détaille ici leurs fonctions élargies et leur position pivot dans l'économie. Les banques, loin d'être de simples coffres forts, sont les rouages essentiels de la création de richesses et de la facilitation des transactions. Leurs fonctions principales, telles que conceptualisées par Jevons et toujours valables aujourd'hui, sont multiples. Dépôt de fonds, receiving deposits. Les banques agissent comme des gardiens de la richesse liquide. Elles offrent des lieux sûrs pour le dépôt de l'argent, qu'il soit sous forme de pièces, de lingots ou de billets. En échange des dépôts, les banques émettent des reçus, des relevés de compte ou des billets. Cette fonction fondamentale inspire confiance et centralise les fonds dispersés de l'économie. Jevons insiste sur l'importance de la confiance publique dans la capacité de la banque à restituer les fonds à tout moment. Prêt de fonds, lending money. C'est la fonction la plus transformative des banques et la principale source de leurs profits.
Les banques ne conservent qu'une fraction des dépôts qu'elles reçoivent, le principe de la réserve fractionnaire. Le reste est prêté aux entreprises, aux individus et, parfois, au gouvernement. Ces prêts créent de nouveaux dépôts et donc de la nouvelle monnaie. Création monétaire par le crédit. Jevons explique que cette capacité de prêter est cruciale pour l'investissement et la croissance économique, car elle permet de mobiliser l'épargne inactive vers des usages productifs. Facilitation des paiements. Paiement-facilitation. Au-delà du simple dépôt et prêt, les banques simplifient grandement les paiements. Le transfert de fonds d'un compte bancaire à un autre via des chèques ou plus tard des virements électroniques évite le transport physique de grandes quantités d'argent. Cela réduit les risques de vol et les coûts de transaction. Jevons met en avant comment les banques, en agissant comme des chambres de compensation, clearing houses pour les créances et les dettes entre leurs clients ou entre banques, optimisent la circulation monétaire et minimisent les mouvements de fonds réels. Gestion de la liquidité, liquidity management. Les banques sont des intermédiaires entre les agents économiques qui ont des surplus de liquidité et ceux qui en ont besoin. Elles offrent aux déposants la liquidité nécessaire, en permettant des retraits à vue, tout en utilisant ces fonds pour des prêts à plus long terme, gérant ainsi la transformation des maturités. Cette fonction est délicate et requiert une gestion prudente des réserves pour éviter les crises de liquidité. Jevons souligne que la centralité des banques les rend également vulnérables. Une perte de confiance peut entraîner une panique bancaire, bank run, où un grand nombre de déposants tentent de retirer leurs fonds simultanément, dépassant les réserves fractionnaires de la banque et provoquant sa faillite, même si elle est fondamentalement solvable sur le long terme. Ces paniques peuvent se propager rapidement, créant des crises systémiques, d'où la nécessité de formes de régulation. Le concept de circulation monétaire est un autre pilier de l'analyse de Jevons. Il ne suffit pas que la monnaie existe, elle doit circuler. La circulation monétaire décrit le mouvement de l'argent d'une main à l'autre, d'une institution à l'autre, d'un secteur économique à l'autre. Jevons s'intéresse à la vitesse de circulation, velocity of money, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une unité monétaire est utilisée pour acheter des biens et des services pendant une période donnée. Une monnaie qui circule rapidement soutient un niveau d'activité économique plus élevé qu'une monnaie qui thésaurisée ou qui circule lentement. Les flux monétaires sont les veines et les artères de l'économie. Ils relient les différents agents, ménages. Ils reçoivent des revenus, salaires, transferts, qu'ils utilisent pour la consommation, l'épargne, dépôts bancaires ou les impôts. Entreprises. Elles reçoivent des recettes de leurs ventes qu'elles utilisent pour payer les salaires, les fournisseurs, les impôts et pour investir. Elles empruntent auprès des banques pour financer leurs opérations et leurs expansions. Gouvernement. Ils collectent les impôts et les taxes et dépensent pour les services publics, les infrastructures ou les transferts sociaux. Il peut également emprunter sur les marchés financiers. Reste du monde, flux internationaux. Les importations et exportations de biens et services, ainsi que les mouvements de capitaux, entraînent des flux monétaires transfrontaliers. Jevons n'a pas utilisé le cadre moderne des agrégats monétaires et des équations macroéconomiques complexes, mais il a saisi intuitivement que la santé d'une économie dépendait d'une circulation monétaire fluide et suffisante. Un ralentissement de la circulation peut indiquer une méfiance, une thésaurisation ou un manque d'opportunités d'investissement, ce qui peut entraîner une contraction économique. Au contraire, une circulation excessivement rapide, non justifiée par une augmentation de la production, peut alimenter l'inflation. Bien que le concept de banque centrale moderne soit encore en cours de formation à l'époque de Jevons, la Banque d'Angleterre, par exemple, avait déjà des fonctions de prêteur en dernier ressort, mais la théorie des banques centrales était moins formalisée, il a identifié la nécessité d'une certaine forme de régulation des systèmes monétaires. La régulation vise à maintenir la stabilité et la confiance dans la monnaie et le système bancaire. Les formes rudimentaires de régulation au XIXe siècle, souvent débattues par Jevons et ses contemporains, incluaient les règles de convertibilité. L'étalon or, dominant à l'époque, imposait que les billets de banque soient librement convertibles en une quantité fixe d'or. Cette règle limitait la capacité des banques à émettre trop de billets
et garantissait leur valeur en les rattachant à un actif tangible. Jevons a longuement débattu des mérites et des défauts de l'étalon or dans son œuvre. La discipline imposée par la convertibilité était perçue comme un garde-fou contre l'inflation incontrôlée. Les réserves obligatoires, implicites ou explicites, les banques étaient incitées ou contraintes à maintenir une certaine proportion de leurs dépôts en réserve liquide pour faire face au retrait. Une gestion prudente de ces réserves était essentielle pour la survie de la banque. Le rôle de prêteur en dernier ressort. Dans les périodes de panique bancaire, une institution puissante, souvent la banque centrale embryonnaire ou le gouvernement, devait être prête à fournir des liquidités aux banques en difficulté mais solvables, afin d'éviter l'effondrement systémique. Jevons reconnaissait cette fonction vitale pour la stabilité du système. Les lois sur la monnaie et le crédit. Les gouvernements établissaient des lois régissant l'émission de monnaie, par exemple des règles sur la frappe des pièces, les conditions des prêts et la reconnaissance légale des différentes formes de monnaie. Jevons était particulièrement conscient des défis liés à la gestion de la masse monétaire et à l'assurance de la stabilité. Une masse monétaire trop faible peut étouffer l'activité économique, déflation, tandis qu'une masse monétaire trop élevée par rapport aux biens et services disponibles peut provoquer de l'inflation, érodant le pouvoir d'achat de la monnaie. La question de savoir qui devait contrôler l'émission monétaire, le gouvernement, les banques privées ou une institution indépendante, était un débat central de son époque, et ses réflexions sur ce sujet ont jeté les bases de la théorie moderne de la politique monétaire. La relation entre le crédit, la confiance et la santé globale du système monétaire est un thème que Jevons met en évidence de manière récurrente. Le crédit repose sur la confiance que l'emprunteur remboursera, et la confiance que le prêteur honorera ses engagements. Si la confiance s'érode, par exemple en raison de défauts de paiement généralisés ou de rumeurs d'insolvabilité bancaire, le système de crédit peut se gripper, entraînant une contraction de la masse monétaire, les banques prêtent moins, les gens thésaurisent, et un ralentissement économique, voire une récession. Les paniques sont des manifestations aiguës de cette perte de confiance. Jevons, dans L'argent et le mécanisme de l'échange, insiste sur la nature psychologique et sociale des phénomènes monétaires, où la perception et la confiance jouent un rôle aussi important que les faits économiques bruts. Les implications modernes des analyses de Jevons sont profondes. Les banques centrales d'aujourd'hui, avec leurs fonctions de régulation, de supervision bancaire, de politique monétaire, taux d'intérêt, opérations d'open market, assouplissement quantitatif et de prêteurs en dernier ressort, sont l'incarnation sophistiquée des réflexions embryonnaires de Jevons sur la nécessité de stabiliser le système. Elles gèrent activement la masse monétaire et les flux de crédit pour atteindre des objectifs macroéconomiques: stabilité des prix, plein emploi, croissance. La compréhension des flux monétaires est au cœur de la comptabilité nationale moderne et de l'analyse économique. Les circuits économiques, les relations intersectorielles, ménages, entreprises, États, reste du monde, sont des extensions des idées de Jevons sur la circulation et la vitesse de l'argent. Les crises financières contemporaines, qu'il s'agisse de bulles de crédit, de panique bancaire, comme celle de 2008, ou de défis de régulation des nouvelles technologies financières, peuvent être analysées à travers le prisme de ces avertissements sur les dangers de la perte de confiance et la nécessité d'une gestion prudente du crédit et des institutions. Les débats sur la supervision prudentielle, les fonds propres des banques et les garanties des dépôts sont des réponses directes aux vulnérabilités que Jevons a identifiées. L'émergence des monnaies numériques de banques centrales, CBDC, est un exemple récent de la perpétuelle évolution des formes monétaires et de la question de la régulation. La CBDC pourrait influencer la circulation monétaire, le rôle des banques commerciales et la politique monétaire, soulevant des questions que Jevons aurait trouvées fascinantes. En conclusion de ce chapitre sur l'argent et le mécanisme de l'échange, W. Stanley Jevons nous offre une perspective fondamentale sur l'architecture institutionnelle du monde monétaire. Il nous invite à comprendre que la monnaie ne flotte pas dans un vide, mais est intrinsèquement liée à un réseau complexe de banques, de règles et de flux qui permettent sa circulation et garantissent sa valeur. La régulation, bien que parfois contraignante, est le prix à payer pour maintenir la confiance et éviter les crises systémiques.
L'orchestration de ces mécanismes est une tâche délicate mais essentielle pour la vitalité et la résilience de toute économie. Les idées de Jevons, écrites à une époque de changement monétaire majeur, continuent de fournir un cadre d'analyse indispensable pour naviguer dans la complexité du paysage financier actuel. Chapitre 5. Les erreurs courantes et les crises économiques, les vulnérabilités intrinsèques du mécanisme monétaire. Après avoir méticuleusement détaillé les origines, les fonctions et l'évolution des systèmes monétaires, W. Stanley Jevons, dans Money and the Mechanism of Exchange, l'argent et le mécanisme de l'échange, se tourne vers les failles et les dysfonctionnements qui peuvent affecter la sphère monétaire et, par extension, l'ensemble de l'économie. Ce chapitre explore les erreurs courantes dans la gestion monétaire, la nature des crises financières, le rôle de la spéculation et l'importance de la confiance, démontrant que la prospérité est une construction fragile, constamment menacée par l'imprudence et l'instabilité. Jevons, avec une prescience remarquable, identifie des mécanismes de crise qui résonnent encore puissamment avec les défis économiques contemporains. La première catégorie d'erreurs analysée par Jevons concerne la gestion de la politique monétaire et, plus précisément, la masse monétaire. À son époque, l'étalon or était prédominant, mais même sous un tel régime, des erreurs de jugement ou des forces exogènes pouvaient perturber la stabilité monétaire. Jevons met en garde contre les dangers d'une monnaie trop abondante ou trop rare. Excès de monnaie, inflation. Si la quantité de monnaie en circulation augmente plus rapidement que la production de biens et services, le résultat inévitable est l'inflation. Jevons comprenait que trop de monnaie chassant trop peu de biens conduit à une hausse généralisée des prix, érodant le pouvoir d'achat de la monnaie. Cela peut se produire si un gouvernement émet des billets sans avoir des réserves suffisantes pour les couvrir, ou si des découvertes massives de métaux précieux inondent le marché. L'inflation non contrôlée détruit la fonction de la monnaie comme réserve de valeur, rend la planification économique impossible et peut conduire à une perte de confiance généralisée dans le système monétaire. La monnaie devient instable et les agents économiques cherchent à s'en débarrasser au plus vite, accélérant encore sa dépréciation. Insuffisance de monnaie, déflation. À l'inverse, une contraction de la masse monétaire peut entraîner la déflation, une baisse généralisée des prix. Bien que cela puisse sembler positif pour les consommateurs à court terme, la déflation est extrêmement pernicieuse pour l'économie. Elle augmente le poids réel des dettes, car la valeur de l'argent remboursé est plus élevée que celle de l'argent emprunté, décourage l'investissement, car les prix futurs sont attendus plus bas, et peut conduire à une spirale déflationniste où la consommation et la production diminuent. Jevons reconnaît que la rareté de l'or ou de l'argent, ou une politique bancaire trop restrictive, pouvait engendrer de telles pressions déflationnistes, freinant l'activité économique. Jevons examine également les problèmes liés à la gestion de la convertibilité, notamment dans le cadre du bimétallisme, un système où l'or et l'argent sont tous deux utilisés comme étalons monétaires, avec un rapport de valeur fixe entre eux. Il souligne la difficulté intrinsèque de maintenir une parité stable entre deux métaux dont l'offre et la demande relative peuvent varier en raison de découvertes minières ou de changements d'usage industriel. Cette instabilité conduit souvent à l'application de la loi de Gresham, formulée par l'économiste Thomas Gresham, qui stipule que « la mauvaise monnaie chasse la bonne ». Si un métal est surévalué par rapport à sa valeur marchande réelle, par exemple, si le rapport officiel de l'argent à l'or est plus élevé que le rapport de leur valeur sur le marché libre, il sera utilisé pour les transactions, tandis que le métal sous-évalué, la bonne monnaie, sera thésaurisé, exporté ou fondu, disparaissant ainsi de la circulation. Ce phénomène illustre comment une tentative de régulation monétaire bien intentionnée peut avoir des conséquences imprévues et déstabilisatrices sur le marché. La nature des paniques financières et des bank runs est un autre point central des préoccupations de Jevons. Ayant vécu des périodes de turbulence financière, il analyse avec perspicacité les mécanismes psychologiques et structurels qui conduisent à ces crises. Une panique bancaire se produit lorsque les déposants perdent confiance en la capacité de leur banque ou de l'ensemble du système bancaire à honorer ses engagements. Perte de confiance et rumeurs.
La confiance est le carburant du système bancaire à réserve fractionnaire. Si des rumeurs, fondées ou non, sur la fragilité d'une banque se répandent, les déposants se précipitent pour retirer leurs fonds. Ce comportement rationnel au niveau individuel devient irrationnel et autoréalisateur au niveau collectif. Manque de liquidité. Même une banque fondamentalement solvable, mais dont les actifs sont investis à long terme et ne peuvent être rapidement liquidés, peut succomber à une ruée. Jevons comprenait que la liquidité n'est pas la même chose que la solvabilité. Une banque peut avoir des actifs supérieurs à ses passifs, mais ne pas pouvoir les transformer assez vite en espèces pour satisfaire toutes les demandes de retrait. Contagion. Une panique peut se propager d'une banque à l'autre, voire à l'ensemble du système financier. La chute d'une institution majeure peut ébranler la confiance dans d'autres, créant un effet domino et menant à une crise systémique. Jevons, bien que n'ayant pas le cadre analytique des régulateurs modernes, aperçut la nature systémique de ces crises et la nécessité d'une intervention pour restaurer la confiance. Le rôle de la spéculation et de l'exubérance irrationnelle est également abordé par Jevons, en particulier dans le contexte des cycles économiques. Bien que sa théorie des cycles, notamment la théorie des tâches solaires liant l'activité économique au cycle solaire, puisse sembler datée aujourd'hui, sa compréhension de l'impact psychologique et comportemental sur l'économie reste pertinente. Les périodes de boom économique peuvent être alimentées par un optimisme excessif et une facilité d'accès au crédit, conduisant à des bulles spéculatives, par exemple sur les prix des actifs comme l'immobilier ou les actions. Expansion du crédit et investissement excessif. Lors des périodes d'optimisme, les banques peuvent être plus enclines à prêter, et les entreprises et les particuliers plus enclins à emprunter et à investir dans des projets risqués ou des actifs surévalués. Cette expansion du crédit alimente la hausse des prix des actifs, créant une bulle. Rupture et contraction. Lorsque la bulle éclate, souvent déclenchée par un événement inattendu, une hausse des taux d'intérêt ou une prise de conscience de la surévaluation des actifs, la confiance s'effondre. Les prix des actifs chutent brutalement. Les emprunteurs se retrouvent avec des dettes supérieures à la valeur de leurs actifs. Et les banques subissent des pertes, ce qui peut entraîner une contraction du crédit et une récession économique. Jevons a observé ces cycles et a souligné la nécessité d'une gestion prudente pour atténuer leurs effets. Il ne sous-estimait pas l'importance des humeurs du marché et de la psychologie collective dans l'amplification des fluctuations. Les limites des systèmes monétaires sont un fil conducteur des analyses de Jevons sur les erreurs et les crises. Il explore les défis liés au maintien de la stabilité dans des systèmes intrinsèquement complexes. Problème de la valeur de la monnaie. La monnaie n'est pas une valeur absolue. Sa valeur est relative et peut fluctuer en fonction de son offre, de sa demande et de la confiance qu'elle inspire. La difficulté de maintenir une valeur stable est une source constante de défis pour les autorités monétaires. Dépendance à la confiance. Qu'il s'agisse de monnaie-marchandise, dont l'acceptation universelle requiert de la confiance, ou de monnaie fiduciaire, la confiance est le fondement invisible mais indispensable. Une érosion de la confiance peut détruire la fonctionnalité d'une monnaie, même si les fondamentaux économiques sous-jacents sont sains. Asymétrie d'information. Les prêteurs n'ont pas toujours une information parfaite sur la solvabilité des emprunteurs, et les déposants n'ont pas toujours une information complète sur la santé de leur banque. Ces asymétries peuvent créer des risques et amplifier les crises. Jevons, en tant qu'observateur des cycles économiques de son temps, souvent appelés cycles commerciaux ou trade cycles, a tenté de comprendre leurs causes. Bien que sa fameuse théorie des tâches solaires reliant les cycles économiques aux cycles agricoles et solaires soit aujourd'hui largement discréditée, sa reconnaissance de la nature cyclique des booms et des bustes économiques était un pas important. Il comprenait que les périodes de croissance étaient souvent suivies de ralentissements, voire de crises, et cherchait à en identifier les moteurs, qu'ils soient exogènes, comme la météorologie, ou endogènes, comme les fluctuations de confiance et de crédit. Cette intuition sur la récurrence des cycles financiers est une contribution durable, même si les causes précises qu'il a identifiées se sont avérées erronées. La pertinence moderne des analyses de Jevons sur les erreurs et les crises est remarquable.
Les débats sur l'inflation et la déflation sont toujours au cœur de la politique monétaire des banques centrales contemporaines. Les objectifs d'inflation ciblés visent précisément à éviter les extrêmes identifiés par Jevons. Les crises financières récurrentes, crise asiatique de 1997, crise des subprimes de 2008, crise de la dette souveraine européenne, illustrent de manière éclatante la fragilité du système bancaire et la virulence des paniques et contagions, malgré des cadres de régulation bien plus sophistiqués qu'à l'époque de Jevons. Les renflouements de banques et les mécanismes de garantie des dépôts sont des tentatives d'éviter les ruées bancaires. Les bulles spéculatives, bulles Internet, bulles immobilières et leurs éclatements sont des exemples modernes de l'exubérance irrationnelle et du rôle du crédit excessif, concept que Jevons avait entrevu. L'analyse des cycles de crédit et de leur impact sur l'économie est un domaine de recherche actif qui fait écho à ces observations. Les défis liés à la stabilité des crypto-monnaies, volatilité, risque de bank run sur les plateformes d'échange, absence de régulation ou de prêteurs en dernier ressort, sont autant de résonances directes avec les vulnérabilités des systèmes monétaires du XIXe siècle que Jevons a si bien décrites. La faillite de certaines plateformes ou de certains stablecoins a mis en lumière l'importance cruciale de la confiance et de la gestion des réserves, des thèmes centraux chez Jevons. En conclusion de ce chapitre sur l'argent et le mécanisme de l'échange, W. Stanley Jevons nous offre une analyse perspicace des pathologies monétaires. Il nous met en garde contre les dangers inhérents à une mauvaise gestion de la monnaie, la fragilité de la confiance dans le système bancaire et les conséquences dévastatrices de la spéculation excessive. Son œuvre est un rappel puissant que la monnaie, bien qu'étant un instrument merveilleux d'efficacité économique, est également une source potentielle d'instabilité si elle n'est pas comprise et gérée avec prudence. Les erreurs courantes qu'il a identifiées au XIXe siècle continuent de hanter les économies modernes, soulignant l'importance cruciale d'une bonne gouvernance monétaire pour assurer la stabilité et prévenir les crises récurrentes. Le voyage à travers Money and the Mechanism of Exchange, que l'on pourrait traduire par l'argent et le mécanisme de l'échange, de W. Stanley Jevons, s'achève sur une prise de conscience éclatante. La complexité et l'ubiquité de la monnaie dans nos vies ne sont pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une longue évolution, motivée par une quête incessante d'efficacité économique. Loin d'être un simple instrument technique, la monnaie est, comme Jevons l'a si brillamment démontré, une invention sociale fondamentale, un mécanisme ingénieux dont les principes sous-jacents demeurent d'une pertinence frappante, même au cœur des révolutions numériques du XXIe siècle. Le cœur des arguments de Jevons repose sur une analyse logique et exhaustive de la monnaie. Il a d'abord mis en lumière les inefficacités paralysantes du troc direct, notamment le fameux problème de la double coïncidence des besoins. Cette contrainte primitive, qui entravait la spécialisation et la croissance économique, a servi de catalyseur à l'émergence progressive de la monnaie marchandise. Jevons a ensuite systématisé les trois fonctions cardinales de la monnaie. Être un moyen d'échange universellement accepté, une unité de compte stable pour mesurer la valeur, et une réserve de valeur pour reporter le pouvoir d'achat dans le temps. Ces fonctions ne sont pas de simples attributs. Elles sont les piliers qui ont permis aux sociétés de transcender les limites du troc, d'organiser des marchés complexes et de stimuler une division du travail de plus en plus fine, source de productivité et de prospérité. L'évolution des systèmes monétaires, tels que dépeinte par Jevons, est une fresque fascinante de l'ingéniosité humaine. Des coquillages et des métaux bruts, l'humanité est passée aux pièces frappées, puis aux billets de banque adossés à l'or ou à l'argent, marquant un glissement progressif de la valeur intrinsèque, liée à la matière, vers la valeur extrinsèque, fondée sur la confiance et la promesse de convertibilité. Cette transition a donné naissance aux banques, transformant les simples gardiens de dépôt en créateurs de crédit, introduisant le concept fondamental de la réserve fractionnaire. Le crédit lui-même, loin d'être une simple facilité de paiement, est devenu un moteur puissant de l'investissement et de la croissance, reposant entièrement sur la confiance mutuelle des acteurs économiques. Enfin, Jevons a défriché le terrain des vulnérabilités et des crises inhérentes au système monétaire. Il a identifié les dangers d'une mauvaise gestion de la masse monétaire, inflation et déflation, les pièges du bimétallisme,
la fragilité des paniques bancaires déclenchées par la perte de confiance et le rôle de la spéculation dans la formation des bulles économiques. Ces observations sur les erreurs courantes dans la politique monétaire et la nature cyclique des expansions et contractions économiques, même si ces théories spécifiques sur les causes des cycles peuvent être révisées, résonnent avec une acuité particulière aujourd'hui, nous rappelant que la stabilité monétaire n'est jamais acquise. La force la plus remarquable de l'argent et le mécanisme de l'échange réside dans son intemporalité et son applicabilité universelle. Bien que Jevons ait écrit à une époque où l'étalon or régnait en maître et où les télécommunications en étaient à leur balbutiement, ces principes fondamentaux restent des outils d'analyse indispensables pour comprendre notre paysage financier actuel. Considérons par exemple l'avènement des monnaies numériques et des crypto-monnaies. Le Bitcoin, avec son offre limitée et son processus de minage coûteux en énergie, peut être vu comme une tentative de recréer une forme de monnaie-marchandise numérique où la valeur ne dépend pas d'une autorité centrale, mais d'un consensus décentralisé et d'un coût de production numérique. Les débats autour de la volatilité du Bitcoin reflètent directement la capacité d'une monnaie à être une unité de compte stable et une réserve de valeur fiable. Des concepts que Jevons a définis avec précision. Les stablecoins, qui tentent de maintenir une parité avec des monnaies fiduciaires, sont une réponse moderne aux besoins de stabilité que Jevons attribuait aux métaux précieux. De même, les discussions sur les monnaies numériques de banque centrale, CBDC, lancées par de nombreux pays, posent des questions fondamentales sur le rôle de l'État dans l'émission monétaire, la vie privée, et l'impact sur le système bancaire, toutes des problématiques qui, bien que sous une forme nouvelle, font écho aux interrogations de Jevons sur la nature et la régulation des billets de banque. Les crises financières modernes sont d'autres illustrations saisissantes de la pertinence de Jevons. La crise des subprimes de 2008, par exemple, était fondamentalement une crise de confiance et de crédit, où l'expansion excessive du crédit et la titrisation complexe des prêts hypothécaires ont conduit à une perte de confiance généralisée dans les bilans bancaires et le marché interbancaire. Les bank runs numériques, retrait massif d'investisseurs de fonds ou de plateformes, bien que ne prenant pas la forme de files d'attente physique devant une banque, sont des manifestations modernes de la même peur de la faillite, soulignant la pérennité du principe de la vulnérabilité de la réserve fractionnaire et de la nécessité d'un prêteur en dernier ressort, fonction désormais assumée par les banques centrales. L'inflation post-pandémique, résultant en partie d'une expansion monétaire significative et de perturbations de l'offre, est une démonstration contemporaine de l'avertissement de Jevons sur les dangers d'une masse monétaire trop élevée par rapport aux biens disponibles. L'analyse de Jevons nous invite également à une meilleure compréhension de la gestion de la politique monétaire. Les banques centrales d'aujourd'hui, avec leurs outils sophistiqués, taux d'intérêt, opérations de marché ouvert, assouplissement quantitatif, réglementation prudentielle, s'efforcent de gérer la masse monétaire, de maintenir la stabilité des prix et d'assurer la fluidité du crédit. Ces actions sont une extrapolation directe des défis que Jevons avait identifiés. Comment s'assurer que la monnaie remplisse ses fonctions efficacement sans provoquer d'instabilité? La science de la politique monétaire a évolué, mais ses objectifs fondamentaux et les défis sous-jacents, comme l'équilibre entre la croissance et la stabilité des prix, restent étonnamment similaires. En somme, l'œuvre de W. Stanley Jevons n'est pas un simple artefact historique. C'est un manuel fondamental pour quiconque souhaite comprendre les rouages du monde économique. Il nous enseigne que la monnaie, dans toutes ses formes, est avant tout une question de confiance et de convention sociale. Sans cette confiance collective, même le métal le plus précieux perdrait sa capacité à faciliter l'échange. La monnaie est un outil puissant pour le progrès économique, mais comme tout outil, elle doit être comprise, respectée et gérée avec sagesse pour éviter qu'elle ne devienne une source de désordre. Ce livre nous rappelle que, quelle que soit la sophistication technologique de nos systèmes de paiement ou la complexité de nos marchés financiers, les principes sous-jacents de la monnaie demeurent immuables. La nécessité d'un moyen d'échange, d'une unité de compte et d'une réserve de valeur est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au temps du troc. En revisitant les éclairages de Jevons sur l'argent et le mécanisme de l'échange,
nous nous offrons une perspective essentielle pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'économie mondiale et pour comprendre la nature véritable de cette invention humaine si essentielle. Nous voici au terme de notre exploration approfondie de l'argent et le mécanisme de l'échange de Stanley Jevons. Un voyage qui nous a permis de comprendre les fondements intemporels de la monnaie et des systèmes économiques. Si cette immersion dans la pensée de Jevons a enrichi votre compréhension et stimulé votre curiosité, nous sommes ravis de cette collaboration intellectuelle. Chaque jour, nous nous engageons à démystifier des œuvres majeures et à rendre accessible une connaissance précieuse. Pour ne manquer aucune de nos futures explorations et continuer à voyager avec nous au cœur des grandes idées qui façonnent notre monde, pensez à vous abonner. Votre soutien est essentiel et nous permet de poursuivre cette aventure passionnante. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine découverte.